En Corée du Sud, la prostitution est illégale depuis des décennies, mais elle continue de sévir quotidiennement dans des quartiers qui ne figurent pas dans les brochures touristiques, où les femmes sont soumises à des règles qu'aucun juge n'a écrites, à des horaires que personne ne contrôle, à des paiements que personne ne négocie et à des conditions dont personne ne discute. Certaines ont réussi à survivre, d'autres ont été recrutées par des réseaux qui savaient exactement qui chercher. Nombre d'entre elles ont tenté de partir et ont réalisé qu'il était plus difficile de sortir que d'entrer. Alors que la loi les condamne pour un délit, des milliers d'entre elles restent là, sans protection, sans droit, sans voix. Comment est-il possible que dans l'un des pays les plus contrôlés au monde, tout cela continue sans que personne ne l'arrête? Bienvenue à Mundar. Aujourd'hui, je vous montre. Commençons. La loi qui les a rayés de la carte jusqu'en 2004, le commerce du sexe en Corée du Sud se déroulait dans des zones désignées. Des quartiers entiers abritaient des vitrines illuminées de lumières rouges, où des femmes attendaient les clients assis derrière des vitrines. La police le savait, le gouvernement le tolérait, et les chiffres le confirmaient. À cette époque, on estimait que le commerce du sexe générait entre 1,6% et 4% du produit intérieur brut du pays. Des milliers d'établissements opéraient à la vue de tous, des motels aux maisons closes au nom de salons. Tout le monde connaissait leur existence, mais la plupart l'ignoraient. Les femmes qui y travaillaient respectaient un règlement intérieur, connaissant les heures de perquisition et même les zones les plus sûres. Bien que techniquement illégal depuis des décennies, l'État laissait faire. Ce changement s'accompagna d'un scandale. En septembre 2000, un incendie dans une maison close de Gonsan laissa plusieurs employés piégés. Les portes étaient verrouillées de l'extérieur et elles ne pouvaient pas sortir. L'incendie se propagea rapidement. 5 femmes moururent après avoir été enfermées à l'intérieur par le propriétaire. Elles avaient entre 18 et 25 ans. L'affaire défrayait la chronique et le gouvernement subissait des pressions pour autoriser de tels établissements. C'est alors qu'une loi qui allait tout changer a commencé à prendre forme. 4 ans plus tard, en septembre 2004, le Parlement adoptait la loi spéciale sur le commerce du sexe. Cette nouvelle loi n'était pas une interdiction générale, c'était un ensemble d'articles très précis. Elle punissait vendeurs et acheteurs, donnait à la police le pouvoir de fermer les établissements et promettait un soutien financier aux femmes qui souhaitaient quitter ce monde. Le premier changement concernait le langage. Les travailleuses du sexe étaient considérées comme des victimes, mais aussi comme des criminels. Les autorités affirmaient vouloir les aider, mais lorsqu'il s'agissait d'appliquer la loi, la plupart des personnes condamnées à une amende ou placées en détention étaient des femmes. Des descentes massives ont eu lieu à Séoul, Busan et Daegu. Certains quartiers, en activité depuis des décennies, ont été fermés en quelques jours. La police est arrivée avec des listes, les journalistes avec des caméras, et les clients ont tout simplement cessé de venir. Les femmes, quant à elles, n'avaient nulle part où aller. Nombre d'entre elles se sont endettées auprès des propriétaires de leurs établissements. Lorsque leurs établissements ont fermé, elles se sont retrouvées avec des dettes et sans aucun moyen de les rembourser. Certaines ont tenté de déménager dans d'autres villes. D'autres se sont tournées vers des activités plus clandestines. Mais toutes savaient que leur travail n'était plus ce qu'il était auparavant. 1 mois après l'entrée en vigueur de la loi, quelques 2500 travailleuses du sexe ont manifesté à Séoul. Elles ont affronté la police, brandi des pancartes, se sont couvertes le visage avec un foulard et ont dénoncé la nouvelle loi qui ne les protégeait pas et les laissait sans moyens de subsistance. Nous n'avons pas d'éducation, nous n'avons pas de réseau, comment allons-nous vivre? Ont déclaré plusieurs d'entre elles lors d'interviews enregistrées par les médias coréens. Certaines ont grimpé sur des bâtiments avec des bidons d'essence et ont menacé de s'immoler par le feu. Le gouvernement n'a pas cédé. Il a déclaré que l'objectif était de redorer l'image du pays et de lutter contre le trafic sexuel. Les ONG qui soutenaient la loi ont insisté sur le fait que de nombreuses femmes étaient contraintes à la prostitution et que la nouvelle loi contribuerait à les sauver.
Mais dans la pratique, les statistiques n'ont montré aucune diminution nette du nombre de victimes de la traite. Ce qui a diminué, c'est le nombre de maisons closes visibles. Au cours des années suivantes, le nombre de zones identifiées comme des hauts lieux de la prostitution est passé de 69 à 44, selon les données de la police. Nombre de femmes qui travaillaient auparavant en vitrine ont commencé à proposer leurs services chez des particuliers, dans des hôtels ou en ligne. Le commerce du sexe n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. Certaines autorités l'ont ouvertement reconnu. Des rapports gouvernementaux ont même indiqué que la prostitution continuait d'exister, mais qu'elle était plus difficile à traquer. Dans les quartiers où l'activité était autrefois quotidienne, des ruelles vides et des vitrines brisées subsistaient. Dans d'autres, les propriétaires se sont adaptés à moitié. Ils ont retiré les vitrines et proposé des rendez-vous. Les clients ont continué d'exister, mais le risque d'être arrêtés a augmenté. La principale crainte des propriétaires de maisons closes n'était pas la moralité, mais les amendes, les fermetures administratives et les ordres de démolition. Les quartiers qu'ils ne voulaient pas que vous voyiez. Il y avait des quartiers à Séoul qui n'étaient pas indiqués sur les cartes touristiques, mais tout le monde savait où ils se trouvaient. Les taxis connaissaient le chemin sans indication, et les panneaux n'indiquaient pas où ils se trouvaient. Il suffisait de regarder les lumières. L'un des plus célèbres s'appelait Cheongnam-ni 588, une longue rangée de vitrines illuminées où des femmes étaient assises en sous-vêtements devant de larges baies vitrées, côte à côte, attendant que quelqu'un s'arrête pour les regarder. Cet espace fonctionnait comme un couloir. Les hommes marchaient lentement. Certains revenaient sur leurs pas, d'autres signalaient et entraient sans parler. Les tarifs étaient connus à l'avance et les accords étaient concis. Tout était organisé sans papier ni nom. Le règlement du quartier n'était pas écrit, mais il était respecté. Dans les années 1981 et 1990, ce quartier comptait plus d'1 millier de femmes actives. Ce n'était pas le seul. Au nord de Séoul, Miyari présentait une structure similaire, mais avec moins de visibilité. Au sud, la gare de Yongsan attirait des hommes venus d'autres villes. Ailleurs dans le pays, il existait également des zones désignées, à Daegu, Jagalmadang, à Busan, une série de motels reliés par des rues intérieures. Chaque ville avait son coin de rue. Chaque coin avait son style. Certains quartiers étaient réputés pour accueillir les étrangers, d'autres uniquement les Coréens. Certains ouvraient le jour, d'autres à la tombée de la nuit. Mais tous avaient un point commun. Ils existaient depuis des années, et personne n'y avait touché. Les propriétaires des établissements habitaient à proximité. Beaucoup étaient des habitants du quartier. Les maisons étaient adaptées. Le rez-de-chaussée était réservé au service. Le deuxième pour dormir, le troisième pour les réunions. Il n'y avait ni grandes enseignes ni publicité dans la rue. Tout était visuel. Des néons indiquaient que l'endroit était ouvert, des rideaux tirés signifiaient que la femme était occupée. Certains quartiers étaient dotés de passerelles couvertes pour se protéger du froid, d'autres installaient des radiateurs aux fenêtres en hiver. Les femmes se relayaient souvent entre plusieurs pièces du même bâtiment. La clientèle était composée d'habitants du quartier, d'hommes d'âge mûr, d'employés de bureaux, de militaires retraités et de jeunes gens qui y allaient pour la première fois sur recommandation d'un ami. Personne ne parlait beaucoup. Les échanges étaient rapides et directs. Avant 2004, ces zones avaient une sorte d'accord tacite avec la police. Elles n'étaient pas légales, mais elles n'étaient pas non plus une priorité. En échange de leur respect de l'ordre public, les maisons closes suivaient des règles minimales. Pas de drogue, pas de mineurs, pas de scandale. La police patrouillait, mais n'arrêtait personne. À l'arrivée des journalistes étrangers, les autorités évitaient de montrer ces zones. Aux yeux des étrangers, la Corée du Sud était un pays moderne, développé et technologique. Les vitrines des magasins ne correspondaient pas à cette image. Aussi, lorsque le gouvernement a décidé d'appliquer la nouvelle loi, ces zones ont été les premières à être attaquées. Elles l'ont fait rapidement. En quelques jours, Cheongnam-ni a commencé à s'éteindre. Puis Miyari. Puis Yongsan. Les vitrines étaient vides. Les couloirs éteints.
les bâtiments barricadés de bois ou de métal. À Cheongyangni, certaines femmes ont tenté de résister. Elles ont refusé de quitter leur logement, affirmant n'avoir nulle part où aller. Les propriétaires ont également protesté, mais les menaces de démolition étaient constantes. Certains ouvriers ont organisé des gardes, dormant à l'intérieur pour les empêcher d'entrer par effraction et de tout démonter. Mais finalement, les locaux ont été fermés un à un. Certains ont brisé les fenêtres eux-mêmes pour éviter qu'elles ne soient utilisées contre d'autres. À Miyari, des raids massifs ont eu lieu, des voitures de patrouille bloquant les entrées et des caméras filmant de loin. Des voisins ont vu des femmes être traînées dehors avec des couvertures sur la tête, menottées ou tenues par le bras. Les clients ont disparu. Les propriétaires ont commencé à vendre les bâtiments en dessous de leur valeur. Le marché s'est effondré. Ce qui restait était différent selon les endroits. À Cheongyangni, de nombreux magasins ont été transformés en cafés ou en appartements, mais il reste des ruelles où l'on peut encore voir les vestiges de vitrines. Vitres sales, structures métalliques, ampoules cassées. À Miyari, une partie du quartier a été transformée en bar karaoké et petite boutique. Mais la nuit, une activité clandestine subsistait. Moins intense qu'autrefois, mais avec des portes closes et des entrées dérobées. À Yongsan, la gare a été entièrement rénovée, avec des centres commerciaux et des hôtels. Massagers, karaoké et salles secrètes. Après la disparition des vitrines, l'activité ne s'est pas arrêtée. Elle a simplement évolué. Ce qui se faisait autrefois à la vue de tous était désormais dissimulé derrière des portes aux miroirs sombres, des comptoirs d'accueil discrets et des enseignes insignifiantes. Les noms étaient trompeurs. Centre de relaxation, salle de repos, café premium, bar VIP. Certains avaient des entrées principales, d'autres des sous-sols ou des entrées arrière dissimulées. Presque tous utilisaient des espèces et ne laissaient aucune trace. Les vrais noms et numéros de téléphone personnel n'étaient pas utilisés. Chaque établissement avait son propre style, mais tous partageaient le même point de vue. Sous couvert d'un service légal, ils offraient des relations sexuelles à quiconque savait comment les demander. Les salons de massage furent les premiers à se développer. Ils étaient faciles à créer. Il suffisait d'une licence commerciale et d'une salle faiblement éclairée. De la rue, ils ressemblaient à des commerces normaux, avec des réceptionnistes souriants et des brochures proposant des forfaits d'aromathérapie. Mais à l'intérieur, les clients demandaient la « formule complète », une façon codée de dire qu'ils voulaient quelque chose de plus. Les prix variaient selon les quartiers. Dans les quartiers nord de Séoul, cela pouvait coûter 100 000 wons. Dans le sud, c'était le double. Cela comprenait souvent une douche, un massage et des rapports sexuels sur un lit caché au fond. Certains travailleurs effectuaient une rotation hebdomadaire. Ils n'étaient pas officiellement embauchés. Ils vivaient dans de petites chambres, dormaient dans le même bâtiment et travaillaient presque tous les jours sans contrat. Un autre type de service était les salons de chambre, qui n'étaient pas de simples bars, mais des établissements de luxe où les clients payaient pour être dans des chambres privées avec plusieurs femmes. On les utilisait principalement pour les dîners d'affaires. Le patron invitait un client ou un partenaire, on l'emmenait au salon, et la tournée commençait. Les femmes n'étaient pas là uniquement pour servir les boissons. Elles s'asseyaient à côté d'eux, les touchaient, les écoutaient, et si le client le demandait, elles pouvaient ensuite l'accompagner à l'hôtel. Tout cela se négociait en coulisses. Ce n'était pas explicitement dit. Les gérants parlaient par gestes ou par phrases indirectes. Personne n'enregistrait rien, personne ne signait rien. Les femmes devaient souvent verser une commission à l'établissement pour chaque client qu'elles amenaient. Si elles ne gagnaient pas assez, elles s'endettaient auprès du propriétaire. Les bars karaoké privés, appelés Noraebang, se sont également adaptés. Il ne s'agissait pas de bars familiaux avec des chansons coréennes sur des écrans colorés. C'étaient des salles aux lumières tamisées, aux micros coupés,
et où les filles entraient avec des bouteilles. Certaines offraient de la compagnie, d'autres des relations sexuelles directes. Les clients pouvaient en choisir leur photo, leur âge ou leur accent. De nombreux établissements n'utilisaient plus de catalogues physiques, affichant désormais les profils sur des tablettes ou dans des groupes de discussion. Si l'on demandait pourquoi il n'y avait pas de caméra, la réponse était toujours la même, la confidentialité des clients. En réalité, ces lieux fonctionnaient à la limite de ce qui était autorisé. Si la police entrait, il lui suffisait de déclarer qu'il s'agissait d'un bar karaoké privé sans service supplémentaire. Mais tout le monde savait que ce n'était pas le cas. Un autre type de bar en plein essor était les yugae-tel, qui signifie « lieu de détente ». Il s'agissait d'appartements dans des immeubles ordinaires, loués à l'heure, où les clients arrivaient sur rendez-vous. Elles communiquaient entre elles via des applications, des chats ou des pages cryptées. La plupart n'avaient aucune signalisation. La façade ressemblait à celle d'une maison ordinaire. Un gardien à l'entrée ne pouvait autoriser l'accès que sur présentation d'un mot de passe. Il n'y avait aucun intermédiaire visible. La relation était directe entre le client et la femme. Certaines proposaient café, massage et conversation. Mais le service complet était convenu dès le départ. Ces appartements n'accueillaient qu'une ou deux femmes à la fois. Elles changeaient d'adresse régulièrement pour éviter d'être localisées. C'était moins visible, mais plus dangereux. En cas d'incident, personne n'appelait la police. Des salons de baisers ont également fait leur apparition, des lieux où les clients n'avaient pas de relations sexuelles complètes, mais proposaient des contacts intimes. Baisers sur la bouche, caresses et parfois masturbation étaient proposés. C'était vendu comme une expérience romantique pour hommes célibataires. Bacchus. Quand la vieillesse se vend dans un parc. Dans le centre-ville de Séoul, il y a un parc dont les bancs sont toujours occupés. Il s'appelle Jongmyo, et à première vue, on dirait un simple endroit où les hommes âgés se réunissent pour jouer aux cartes ou lire le journal. Mais en y restant un moment, on commence à remarquer des détails qui ne collent pas. Des femmes marchant en rond s'arrêtent près des hommes âgés et leur offrent une boisson dans une petite bouteille marron. Cette boisson s'appelle Bacchus D. C'est une boisson énergisante bon marché, mais elle n'est pas vendue comme source d'énergie. C'est la première étape. Si l'homme accepte, la conversation s'engage. Pas de déclaration directe ni de questions explicites. Tout se comprend sans rien dire. Au bout d'un moment, ils marchent ensemble jusqu'à un motel voisin. C'est la routine de nombreuses femmes âgées qui, sans pension suffisante ni famille pour subvenir à leurs besoins, proposent des relations sexuelles contre de l'argent dans ce parc. La plupart ont plus de 60 ans. Certaines ont plus de 70 ans. Elles ne le font ni par plaisir, ni par habitude. Elles le font parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Beaucoup étaient mariées, certaines élevaient des enfants qui ne sont plus parmi nous. D'autres ont vécu seules pour toujours. Lorsqu'elles ont perdu leur emploi, leur partenaire, leurs économies, elles ont découvert qu'il n'y avait aucun soutien réel. Les retraites publiques ne suffisaient même pas à payer le loyer. Certaines ont essayé de vendre des choses dans la rue. D'autres faisaient des ménages. Mais lorsque leur corps n'en pouvait plus, elles ont cherché une source de revenus rapide. Et à Jongmyo, elles ont trouvé une échappatoire. Ce n'était ni légal ni sûr. Mais ça a marché. On les appelait les dames Bacchus, car l'alcool était leur excuse pour se rapprocher. Chaque service peut coûter entre 20 000 et 30 000 wons. Parfois moins si le client est connu. Elles sont hébergées à l'heure dans des motels, à 2 pas du parc. Par temps froid, le rythme ralentit. Au printemps, il s'accélère. Certaines femmes voient 2 ou 3 hommes par jour, d'autres un seul. La plupart sont des veuves, des retraités, des hommes qui vivent eux aussi du strict minimum. Elles ne recherchent pas seulement du sexe. Parfois, elles veulent juste parler, sentir un corps près d'elles, pas dîner seules. Certaines femmes acceptent sans avoir de relations sexuelles. D'autres facturent tout au même prix. Ce qui ne change pas,
c'est le silence. Personne n'en parle à voix haute. Les voisins le savent. Les gérants de motels aussi. Mais tout le monde laisse faire. Tant qu'il n'y a pas de scandale, rien ne change. La dynamique est désorganisée. Il n'y a pas de chef, pas de groupe, pas d'intermédiaire. Chacune travaille de son côté. Certaines se connaissent, mais elles ne s'entendent pas toujours. Il y a de la concurrence. Si l'une baisse le prix, les autres protestent. Si quelqu'un cause des ennuis, on essaye de la faire fuir. Il n'y a pas de codes écrits, mais il y a des règles. Ni bruit ni plainte ne sont autorisés. Si un client devient violent, la seule défense est d'avertir un autre client à proximité ou de courir. Certaines portent du gaz lacrymogène, d'autres se tiennent simplement à distance. Il n'y a pas de numéro d'urgence ni de filet de sécurité. Si quelqu'un disparaît, personne ne demande. Si quelqu'un meurt, seul un court mot paraît dans le journal. Les autorités sont conscientes de la situation. De temps à autre, elles procèdent à des perquisitions ou à des expulsions. Elles expulsent les femmes du parc, les interrogent et recueillent leurs informations. Mais elles ne les traitent jamais. Elles ne leur offrent pas non plus d'aide concrète. Elles leur disent de partir, qu'elles ne peuvent pas être là, que c'est un espace public. Elles partent, mais reviennent le lendemain, parce qu'il n'y a pas d'autre source de revenus. Les aides de l'État sont minimes. Certaines perçoivent moins de 200 000 won par mois. Et les loyers, rien que dans ce quartier, représentent déjà plus du double. Elles ne possèdent ni biens immobiliers, ni économie. Tout ce qu'elles ont, c'est du temps et des besoins. Et dans ce parc, elles arrivent au moins à tenir la journée. Les motels environnants se sont adaptés. Chambres petites, tarifs horaires, règles de discrétion. Les employés se connaissent déjà. Ils ne posent pas de questions. Ils reçoivent leur paiement, remettent les clés et, une fois leur temps écoulé, nettoient sans faire de commentaires. Certaines femmes laissent des pourboires. D'autres demandent un crédit. Il y a aussi des vendeurs à proximité qui vendent des sous-vêtements, des crèmes, des mouchoirs, des articles de première nécessité pour le travail. Ils ne font pas de publicité, mais on voit clairement qui achète quoi. Les vendeurs ne posent pas de questions. Chinoises, philippines, russes. Étrangères du plaisir. Lorsqu'ils ont commencé à fermer les maisons closes visibles et à surveiller les quartiers chauds, toutes les femmes n'ont pas disparu. Ce qui a changé, c'est la nationalité de beaucoup d'entre elles. Dans les annonces circulant sur les forums de discussion et dans les listes de femmes travaillant dans les salons de massage, de plus en plus de noms apparaissaient dans d'autres langues. En quelques années, de nombreuses Coréennes ont quitté ce monde ou se sont tournées vers des emplois plus secrets, mais celles venues de l'extérieur l'ont comblé. Certaines sont arrivées en sachant où elles mettaient les pieds, d'autres pensaient venir travailler comme danseuses ou serveuses, mais elles ont toutes fini par tomber dans le même piège. Petite salle, longue journée de travail, argent liquide et aucun droit. C'est dans les zones proches des bases militaires que le changement a d'abord été remarqué. Pendant des décennies, ces zones avaient été exploitées par des Coréennes qui servaient les soldats américains. Il y avait des clubs, des bars et des logements où tout était contrôlé. Mais avec le temps, les Coréennes ont cessé d'accepter ce type de travail. Puis, elles ont commencé à faire venir des étrangères. D'abord des Russes et des Ukrainiennes. Ils leur ont proposé des contrats d'artistes, leur ont délivré des visas de spectacle et, une fois arrivés, ils ont été installés dans des salles sans scène ni micro. Juste des tables, des bouteilles et des clients. S'ils refusaient, ils leur confisquaient leur passeport. S'ils se plaignaient, ils les menaçaient de les dénoncer pour travail illégal. Ils les ont laissés sans issue. Plus tard, des Philippins sont arrivés, avec des papiers qui ne correspondaient pas au type de travail qu'ils allaient exercer. Certains pensaient chanter en boîte de nuit, d'autres devenir serveuses dans des hôtels. Mais dès leur arrivée, ils ont été mis dans des voitures banalisées et conduits dans des maisons où ils ont été enfermés jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions. Ils ont pris leur téléphone, leur ont expliqué le fonctionnement, leur ont assigné des horaires et des clients.
Ils leur ont dit qu'ils devaient rembourser le billet, l'hébergement et la nourriture. Tant qu'ils n'auraient pas payé tout cela, ils ne pourraient pas partir. Et comme ils ne parlaient pas coréen, ne connaissaient personne et ne savaient pas comment demander de l'aide, la plupart sont restés silencieux. Certaines ont passé des années sans rien voir d'autre que la même rue, le même lit, le même visage de celui qui les contrôlait. Après 2010, le profil a encore changé. Les Russes étaient plus difficiles à retenir. Les Philippines n'acceptaient plus n'importe quelle offre. Puis les Chinoises ont commencé à arriver. Nombre d'entre elles venaient de provinces rurales, endettées ou soumises à la pression d'agences, leur promettant des emplois bien rémunérés. On leur a délivré des visas touristiques ou de faux papiers. Une fois en Corée, elles ont été placées dans des appartements utilisés comme salons de massage. Il n'y avait ni plaque de rue, ni nom d'entreprise. Les clients se contactaient via des forums privés. Chaque femme était localisée par un code. Elle recevait des instructions par SMS. On leur communiquait l'adresse, l'heure du service, le prix. Les paiements se faisaient en espèces. Personne ne signait quoi que ce soit. Les femmes vivaient sur leur lieu de travail. Elles dormaient dans des lits étroits à côté de la salle de soins. Si elles voulaient partir, elles devaient prévenir l'agence. Si quelqu'un s'enfuyait, un autre prenait sa place. Ces centres se multipliaient dans de nombreux immeubles de quartiers résidentiels. De l'extérieur, ils ressemblaient à des appartements normaux. Parfois, ils avaient des sonnettes anonymes. D'autres fois, juste une caméra pointée vers le couloir. Si on leur posait la question, les voisins répondaient qu'ils ne savaient rien. Mais certains immeubles avaient plusieurs unités fonctionnant simultanément. Dans les rapports de police, ils apparaissaient comme des salons de massage illégaux. Parfois, ils effectuaient des descentes, arrêtaient 2 ou 3 femmes, récupéraient leurs informations personnelles et les expulsaient. Mais le mois suivant, de nouveaux locataires arrivaient. Les agences en Chine continuaient d'envoyer des femmes. Elles changeaient leur nom, leur ville et leur passeport. L'activité continuait. Maltraitance, opérations chirurgicales et vie précaire. Ceux qui travaillent dans ce secteur n'ont ni contrat, ni assurance, ni patron pour les défendre. Ils n'ont que des clients, des règles apprises à la dure et des horaires qui ignorent les jours fériés et les périodes de repos. Nombre d'entre eux commencent à 17h et finissent à 4h du matin. Certains travaillent tous les jours de la semaine. S'ils tombent malades, ils perdent leur salaire. S'ils s'absentent du travail, ils perdent leur emploi. Personne ne leur accorde de congé. Ceux qui travaillent dans les salons de massage vivent dans des pièces sans fenêtres. Ceux qui travaillent dans les bars dorment dans des arrière-salles. Ceux qui sont embauchés ne savent même pas qui va les recevoir. Ils ne peuvent rien exiger. Ils ne peuvent qu'accepter ou partir. Et s'ils partent, quelqu'un d'autre les attend. La maltraitance ne vient pas seulement des clients. Elle vient aussi de ceux qui dirigent les établissements, de ceux qui fixent les règles, de ceux qui décident de la valeur de leur temps. Si quelqu'un gagne moins que prévu, il est puni par une réduction de ses services. Si quelqu'un se plaint, il est rayé de la liste. Si quelqu'un fixe des limites, il est remplacé. Certains salons ont des quotas minimums. Ils doivent servir un certain nombre de clients par soir. S'ils ne respectent pas ces limites, ils doivent compenser. Pas en parole, mais en argent. Ils paient pour l'utilisation de la salle, les vêtements, les cosmétiques. Tout cela est déduit de leurs revenus. Certains finissent le mois sans solde. Ils ont travaillé tous les jours sans rien gagner. Avec les clients, rien n'est garanti non plus. Certains payent, d'autres partent sans rien laisser. Certains sont amicaux, d'autres insultent, crient et frappent. Certains les filment sans leur permission, d'autres menacent de publier les vidéos s'ils refusent de se présenter à nouveau. Beaucoup ne signalent pas l'incident, sachant que la police ne les écoutera pas. Certains ont déjà essayé et ont fini avec un dossier. Si quelqu'un se présente au commissariat avec des bleus et dit que c'était pendant une séance, la première chose qu'ils font est de leur demander pourquoi ils étaient là. Il n'y a aucune protection, aucun soutien juridique. La peur règne. Et la peur les contraint au silence.
La pression esthétique est une autre forme de violence. Dans les établissements les plus exigeants, il ne suffit pas d'être jeune ou de savoir traiter les clients. Ils exigent un certain type de visage, une certaine morphologie. Certains doivent recourir à la chirurgie pour rester dans le métier. D'autres le font pour améliorer leur statut. Les plus récents investissent dans la rhinoplastie, la chirurgie des paupières et du menton. Certains optent pour une augmentation mammaire. Ils ne le font pas par vanité. Ils le font parce qu'ils savent que cela peut augmenter leur prix. Les établissements privilégient ceux qui répondent aux normes indiquées dans les catalogues. Si l'un d'eux ne les satisfait pas, ils rétrogradent. Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils le font. Certains cabinets d'esthétique proposent des forfaits spéciaux pour les femmes du secteur. Ils ne le font pas savoir, mais ils le savent. Ils proposent des prix plus bas, des échéanciers de paiement et un service rapide. Aucun antécédent médical n'est demandé, ni la profession. Certains pratiquent plusieurs interventions par an. Ils travaillent en silence, se rétablissent dans la solitude et reprennent le travail sans prévenir personne. D'autres présentent cela comme un exploit. Dans certains cercles, on parle de celui qui a connu la meilleure transformation, celui qui est passé de 100 000 à 300 000 par rendez-vous. Il ne s'agit pas d'une compétition directe, mais d'une comparaison constante. Le corps devient un outil, le visage, un investissement. Les problèmes de santé ne sont pas seulement esthétiques. Il y a les infections, les douleurs chroniques, la fatigue constante. Certains souffrent de maladies transmissibles qui ne sont pas traitées faute d'accès aux soins. D'autres s'auto-médicamentent. Certains s'évanouissent même en milieu de journée. Il n'y a pas de pause. Si l'un tombe, il en appelle un autre. Ceux qui travaillent à la commission doivent voyager toute la journée. Certains font jusqu'à 8 visites. Ils n'ont pas toujours le temps de manger. Ils transportent de la nourriture dans leur sac. Parfois, ils ne boivent que de l'eau sucrée pour survivre. Le corps se détériore. Les années passent vite. Et lorsqu'ils ne correspondent plus au profil, personne ne les appelle. Ceux qui tentent de partir ne le peuvent pas toujours. Certains doivent de l'argent à ceux qui les ont initiés au circuit. D'autres ont des enfants à charge, des dettes familiales, des factures impayées. S'ils démissionnent, ils perdent tout. Ils n'ont aucune expérience professionnelle, aucune formation, aucun réseau de soutien. Celles qui se font tatouer pour éviter d'être vendues. Certaines femmes ne se font pas tatouer pour des raisons esthétiques ou de mode. Elles se font tatouer pour effrayer les gens. Ainsi, lorsqu'elles les voient, ceux qui veulent les attirer dans un réseau de trafic pensent que cela n'en vaut pas la peine. En Corée du Sud, certaines filles, notamment les migrantes, se font tatouer le cou, le visage, les bras ou même les doigts, avec des lettres visibles, de grands dessins ou des phrases dans d'autres langues, juste pour éviter d'être choisies. C'est un code de défense, une façon de se marquer pour se protéger, car beaucoup savent que si leurs tatouages sont trop visibles, ils deviennent un problème pour ceux qui veulent les vendre. Cela ne les sauve pas complètement, mais cela diminue leur valeur marchande et leur donne un certain contrôle, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Les personnes originaires des Philippines, de Mongolie, de Chine ou du Vietnam et sans papier sont des cibles idéales pour les mafias. On leur promet du travail dans des salons de beauté, des restaurants ou chez des particuliers. Et à leur arrivée, on leur confisque leur passeport. Certaines parviennent à s'échapper. D'autres passent à autre chose. Dès qu'elles savent qu'elles vont être emmenées dans une zone de travail de nuit, elles se font tatouer. Pas un papillon, ni un symbole délicat, mais quelque chose de grand, visible et dérangeant. Certaines tatouent des mots comme « va te faire foutre »,« je ne suis pas à toi » ou des noms inventés que personne ne comprendrait. D'autres se tatouent des phrases religieuses, des croix ou des marques difficiles à dissimuler. Peu importe si ça fait mal. Ce qu'elles veulent, c'est ne pas être touchées, ne pas être tripotées, ne pas être vendues au premier client qui les sollicite. Certaines Coréennes font la même chose. Non pas parce qu'elles seront vendues,
mais parce qu'elles savent que si elles ont des tatouages visibles, certains clients n'en veulent plus. Et c'est, dans certains cas, exactement ce qu'elles recherchent. Des femmes qui ont passé des années dans des salons tenus par des propriétaires agressifs, qui les forcent à recevoir des clients qu'elles ne supportent pas, qui les font chanter avec de l'argent ou des menaces, et qui ne savent plus dire non. Certaines ne peuvent partir sans payer une dette inventée de toutes pièces. Alors elles se font tatouer, sur le visage, près des yeux ou dans le cou, pour être retirées du catalogue, pour qu'on leur dise qu'elles ne servent plus à rien. Et donc, elles partent sans avoir à se battre, sans avoir à fuir. Tous les tatouages ne sont pas volontaires. Certaines femmes sont marquées au fer rouge par leur proxénète, comme si elles étaient une marchandise. Parfois avec des initiales, parfois avec des numéros, parfois avec des surnoms codés. Il existe des cas avérés de filles qui ont le nom du club ou du propriétaire tatoué sur le bas-ventre ou dans le dos. D'autres se font tatouer des codes pour savoir d'où elles viennent, combien elles doivent ou combien elles ont gagné. Ces tatouages sont réalisés à la hâte, avec une encre de mauvaise qualité et dans des conditions peu hygiéniques. Beaucoup finissent par être infectés. Certaines filles arrivent à l'hôpital avec de graves infections dues à des tatouages réalisés avec des aiguilles rouillées. Personne ne les signale. Personne ne pose de questions. Elles sont soignées puis renvoyées chez elles. Celles qui se battent pour être entendues. Lorsque la loi interdisant officiellement le commerce du sexe a été adoptée en 2004, personne ne leur a demandé leur avis. La loi a été votée d'en haut, avec des arguments moraux, des discours sur la dignité et des promesses de protection. Mais elles, celles qui en vivaient, celles qui connaissaient toutes les règles par cœur, n'étaient pas à la table des discussions. Il n'y avait pas de vote pour elles. Elles n'avaient pas voix au chapitre. Seulement l'ordre qu'à partir de ce jour, leur travail n'était plus valable. Ce qu'elles ont fait alors, c'est descendre dans la rue. Pas avec des banderoles colorées, ni des discours préparés. Elles sont sorties le visage masqué, en vêtements ordinaires, avec de l'essence dans des bouteilles en plastique. Certaines sont montées sur les toits, d'autres ont bloqué les entrées. Elles ne voulaient pas d'applaudissements. Elles voulaient être vues avant d'être effacées. Ces manifestations n'ont pas été largement relayées par les médias. Les images existaient, mais elles ont été coupées. On les a présentées comme des émeutes de propriétaires de maisons closes, comme si elles n'avaient pas leur mot à dire. Mais celles qui étaient là n'étaient pas des chefs d'entreprise. C'étaient des femmes qui savaient qu'en fermant leur entreprise, elles n'auraient plus d'autres sources de revenus. Certaines y travaillaient depuis 20 ans, d'autres débutaient. Elles comprenaient toutes qu'après cette loi, elles devraient déménager vers des endroits plus dangereux. Elles étaient claires. Elles ne demandaient pas d'applaudissements. Elles demandaient à pouvoir travailler sans crainte. Mais personne ne les écoutait. Les années ont passé et beaucoup se sont adaptés. Elles ont changé de secteur, d'approche, de système. Mais certaines ne sont pas restées silencieuses. En 2004, elles ont créé leur propre groupe. Elles l'ont appelé Anteo. Ce n'était pas un syndicat légal, mais il fonctionnait comme si c'en était un. Elles organisaient des réunions, alertaient des raids, donnaient des conseils de sécurité. Elles se réunissaient dans des cafés, des parcs, des salles empruntées. Elles ne tenaient pas de liste de vrais noms. Tout était informel. Mais on savait clairement qui en faisait partie et qui n'en faisait pas partie. La nouvelle se répandait entre les quartiers, entre les forums, entre collègues. Si une manifestation avait lieu, elle était annoncée par SMS. Si une femme était arrêtée, des collectes étaient organisées pour payer l'amende. Plus tard, d'autres groupes ont émergé. L'un d'eux s'appelait Giant Girls. Un autre opérait uniquement en ligne. Ils n'avaient ni siège social, ni logo, ni soutien politique, mais ils avaient des histoires. Des femmes qui racontaient ce qu'elles avaient vécu, qui expliquaient le fonctionnement d'un lieu, qui dénonçaient des abus que personne d'autre ne signalait. Elles ne s'exprimaient pas comme des militantes. Elles parlaient comme des travailleuses
qui savaient que si elles ne s'exprimaient pas, personne ne le ferait. Certains forums atteignaient des milliers de vues par semaine. Mais de temps à autre, ils étaient fermés. Ils accusaient de promouvoir le crime, puis ils en ouvraient un autre, et encore un autre. Ils changeaient de nom, de canal et de format. Mais ils ne disparaissaient pas. En 2015, lorsque la Cour constitutionnelle a commencé à examiner la validité de la loi, ils se sont réorganisés. Plus de 900 femmes ont signé une pétition demandant que le travail du sexe entre adultes ne soit pas puni. Elles se sont présentées devant le tribunal. Certaines portaient des lunettes noires, d'autres un foulard leur couvrant le visage. Elles n'ont pas crié. Elles brandissaient seulement des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes des travailleuses, pas des criminels ». La plupart des médias ont à peine évoqué ce rassemblement. Ils ont plutôt donné la parole à des organisations qui soutenaient le maintien de la loi. Elles ont affirmé que si la traite était légalisée, elle augmenterait, que de nombreuses femmes étaient exploitées sans le savoir. Les femmes ont rétorqué que personne ne défendait mieux celles qui étaient contraintes que celles qui l'avaient subi. Elles n'ont pas de ressources. Elles ne reçoivent pas de dons massifs. Elles n'ont aucun soutien politique. Certains pensent qu'elles sont rares, qu'elles n'ont plus aucun pouvoir. Mais la vérité est qu'elles ont accompli ce que personne d'autre n'a fait. Donner la parole à une frange de la société qu'elles n'osent même pas nommer. Elles ne demandent pas à être comprises. Elles demandent à être écoutées, à être regardées sans jugement, à pouvoir parler sans interruption. Et même si elles n'ont pas encore obtenu ce qu'elles méritent, même si elles continuent d'être ignorées, le simple fait qu'elles soient encore là, debout, à dire ce que personne ne veut entendre, est déjà une forme de victoire.